Bien, nous avons rencontré avec Michel, Madame la maire de Mulhouse, avec le préfet, avec l'ensemble des parlementaires qui sont autour de moi et qui ont dépassé, si j'ose dire, leurs appartenances pour qu'on puisse faire bloc. Je suis venu pour témoigner au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, de notre reconnaissance, avec un message de gratitude que j'ai voulu adresser notamment aux policiers municipaux de Mulhouse. Ils ont fait un travail extraordinaire de courage. Les choses se sont jouées de façon extrêmement brève, dans un délai très très court, puisque l'individu est allé pointer comme il devait le faire, puisqu'il était assigné à résidence et il avait une obligation quotidienne de pointage au commissariat. Il arrive à 14h26, mais il ne va pas pointer. On voit que déjà il y a une dimension sans doute psychologique dans ce dossier-là. Il repart et tout va se jouer finalement en une dizaine de minutes entre 15h40 et 15h50. Il agresse des agents du stationnement de la mairie de Mulhouse. Il va blesser très grièvement l'un d'entre eux, l'un des trois. Je me suis entretenu tout à l'heure avec les deux autres. L'un avait reçu un coup au thorax, mais il est sorti de l'hôpital et leur camarade est encore à l'hôpital. Il a été touché à la fois au thorax et puis à l'aorte. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sa vie n'est pas en danger, mais il est grièvement blessé. Et donc, on est à 15h40. Ensuite, il va rencontrer, on ne sait pas encore si la victime qui est décédée, 69 ans, de nationalité portugaise. On ne sait pas s'il s'est trouvé par hasard sur son chemin. Où on ne sait pas si il a fait un acte de bravoure en s'interposant. L'enquête devra sans doute le déterminer. Et puis les policiers municipaux à 15h50, donc 10 minutes après les premiers coups, vont l'intercepter. Ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont fait avec un sang-froid absolument remarquable. Absolument remarquable. Parce que l'individu, évidemment, était très très dangereux. Il était armé notamment d'un couteau, mais aussi d'un tournevis. Et il s'est dirigé vers un policier qui a sorti son arme. Il a sorti son arme. Il n'a pas tiré. Il n'a pas tiré parce que son camarade l'a prévenu. Il y avait un environnement, il y avait l'heure, beaucoup de monde, le marché. Et il a préféré ranger son arme et ils l'ont neutralisé avec une matraque. Ça témoigne d'un très grand professionnalisme. Ça témoigne d'un grand sang-froid et de beaucoup de courage. Et c'est à ce titre, en ayant encore une fois une pensée pour cette personne, 69 ans, portugaise, qui est décédée, sa famille, qui va connaître la douleur. Mais je veux vraiment ce soir rendre hommage aux policiers municipaux. J'étais hier en Drôme et je ne cesse de dire que la question de la sécurité du quotidien, c'est une question du continuum de sécurité qui intéresse tout le monde, les gendarmes, les policiers nationaux, mais aussi les policiers municipaux. Et là, évidemment, on l'a vu de façon flagrante. Voilà, c'était déjà ce message que je voulais apporter aux côtés de Madame le maire, du côté du préfet et des parlementaires, à ces policiers qui ont été extrêmement valeureux. Est-ce que vu du profil de l'assaillant, les autorités ont failli aujourd'hui ? Écoutez, c'est un individu qui est arrivé irrégulièrement, illégalement, sur le territoire français en 2014. Il va se maintenir pendant plusieurs années. Il va être interpellé en 2023, quelques semaines après le massacre du Hamas, du 7 octobre 2023. Il va être interpellé et ensuite condamné pour apologie du terrorisme. Il va écoper de 6 mois de prison. Il ne va pas faire la totalité de ces 6 mois. Il va être libéré 50 jours avant le terme de sa peine. Ensuite, évidemment, puisque l'individu va être libéré, notre administration va le retenir dans un centre de rétention administrative. Vous connaissez la durée, 90 jours au maximum. On tente d'obtenir un laissez-passer consulaire de la part de l'Algérie, puisqu'il n'y a aucun doute, il est né en Algérie. Ses parents, d'ailleurs, sont repartis en Algérie. Notre administration, à 10 reprises, va relancer les autorités algériennes, notamment le consulat, pour obtenir un laissez-passer consulaire que nous n'obtiendrons jamais. Et arrivé à 90 jours, on tente de prolonger, puisque c'est la loi, de 30 jours supplémentaires.
Dans un premier temps, le juge des libertés va l'accepter, et dans un second temps, ce sera annulé, et donc il sera libéré par la cour d'appel de Paris. Voilà. À partir de là, on n'a plus qu'une seule solution, c'est l'assignation à résidence. Il sera donc, par le préfet, assigné à résidence. Il aura une obligation journalière, quotidienne, de passer au commissariat pour pointer. Et la suite, je viens de l'expliquer. Est-ce que c'est pas compliqué pour les familles, entend les familles de victimes, que c'est un individu qui était dangereux, connu comme dangereux, radicalisé? C'est ce que j'ai indiqué. Je l'ai indiqué, je le dis clairement. Voilà un attentat, le président de la République l'a dit le premier, qui est un attentat terroriste. Donc le terrorisme islamiste a à nouveau frappé la France, après avoir frappé il y a quelques semaines d'autres pays, l'Allemagne et d'autres pays aussi. Mais c'est aussi, je le redis, je n'ai pas peur de le dire, le fait de désordre migratoire qui cause ces dégâts aussi. On le voit bien dans ce cas-là, de façon assez éclatante. J'en tire de leçons vis-à-vis d'Algérie, puisqu'on octroie beaucoup de visas. La France a tendu la main. Quelles que soient les plaies parfois vives de l'histoire, aucun pays, quelle que soit l'histoire qui peut nous séparer, n'a un droit de tirage pour humilier la France. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le droit international, les relations entre les pays, les nations, mais là, notamment avec le régime algérien, c'est la réciprocité. Il n'applique pas un certain nombre d'accords que nous avons passés avec eux. Pourquoi est-ce que nous, on serait plus royaliste que le roi? Donc moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Ensuite, je pense qu'on doit changer les règles. Comment est-ce que les Français peuvent comprendre cette situation? Je résume. Un individu qui, pendant des années, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Un individu qui était condamné par la justice française pour apologie du terrorisme. Et un individu qui avait un profil psychologique particulier, puisqu'il avait fait l'objet, dans le cadre de son arrestation, d'une expertise, avec donc un expert judiciaire qui avait détecté un profil schizophrène. Donc, profil psychologique, irrégulier, condamné. Est-ce que les Français peuvent comprendre que ces individus peuvent se déplacer librement sur le territoire? Moi, je pense, je l'avais dit en répondant à une question d'actualité il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, je pense que pour ces individus-là, jusqu'à ce qu'ils repartent dans leur pays, on devrait les maintenir en rétention. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites en 2009, en 2020 et plus récemment pour instituer des peines de rétention, de sûreté, judiciarisées d'ailleurs, mais elles ont été à chaque fois censurées par le Conseil constitutionnel. Je pense que, je le redis, mes propos avaient parfois causé polémique, mais quand la règle de droit ne protège pas les Français, alors il faut changer la règle. Le droit, il est fait pour protéger la société, pour protéger nos compatriotes. Donc ça veut dire que vous appelez à une réforme constitutionnelle aujourd'hui, très clairement Je pense que, je ne sais pas s'il y a besoin de réforme constitutionnelle, mais je pense qu'il faut qu'on s'interroge, en tout cas. Il n'est plus possible d'avoir des individus dangereux pour lesquels on n'a plus de solution. Puisque la seule solution que nous avions, après avoir épuisé toutes les autres solutions du droit, des solutions juridiques, la solution c'était l'assignation à résidence. Mais on voit bien que quand vous assignez à résidence, quand vous avez une obligation de passer une fois dans la journée dans un commissariat, vous pourriez d'ailleurs doubler, tripler le passage au commissariat, que l'individu peut parfaitement vous échapper. Mais retenons que d'ailleurs le parquet national antiterroriste a été saisi. Ça signifie que cette dimension du terrorisme, elle est clairement acceptée et endossée par le PNAT. Mais retenons aussi que la dimension psychiatrique de l'individu
et sans doute une autre cause d'explication. Et justement, qu'est-ce que vous dites aux Français qui n'arrivent pas à comprendre qu'un tel acte puisse encore se produire sur le territoire? Ce que je dis aux Français, je l'ai dit, vous avez, à 1 heure près, j'ai la nouvelle, la fabuleuse nouvelle, que grâce à un travail exceptionnel de nos enquêteurs, de la justice française, des autorités roumaines, j'ai même appelé mon homologue tout à l'heure, donc ministre de l'Intérieur roumain, pour lui dire un grand merci parce qu'on a interpellé Amra. Donc d'un côté, il y a un volontarisme. Des mois et des mois d'enquête. Croyez-moi, très régulièrement, on me faisait le point sur cette enquête-là. Vous n'imaginez pas les techniques, vous n'imaginez pas les efforts qui ont été déployés sur un individu qui était très très dangereux. Ce volontarisme d'ailleurs, nous l'avons traduit, nous allons le traduire dans la loi. Parce que la loi contre la criminalité organisée, qui a fait l'objet d'un vote unanime au Sénat, comporte des dispositions, notamment avec un parquet, avec une chaîne judiciaire. On a le parquet antiterroriste, on aura demain un parquet anticriminalité organisée, mais le cas Amra, justement, le cas Amra, on n'avait pas détecté tout de suite un profil si dangereux parce qu'il avait commis des faits qui avaient été éclatés dans plusieurs ressorts judiciaires. Demain, quand on aura un seul parquet, on aura une meilleure coordination, une meilleure efficacité. Donc pour répondre à votre question, d'un côté, vous voyez, on a ce volontarisme. On essaie de bouger, on essaie de changer la loi quand il faut la changer, notamment en matière de criminalité organisée. C'est le cas d'Amra. Bon. Et de l'autre, il y a ce que j'appelle l'impossibilisme. Pour moi, justement, il faut bousculer cet impossibilisme juridique parce que les Français attendent de nous qu'on les protège. Voilà. Jordan Bardella dit que vous êtes venu constater votre impuissance aujourd'hui. Écoutez, je me suis entretenu avec les policiers. Quand on voit ce courage, ça efface toutes les autres polémiques. Moi, ce que je souhaite, c'est que le terrorisme islamiste frappe dans beaucoup de pays. Il fait des morts. On n'en a pas terminé. L'an dernier, vous voyez, on a déjoué 9 attentats terroristes, grâce à nos services, grâce à une nouvelle organisation de l'État. On a des victoires, et puis parfois on a des échecs. Il faut les assumer. Il ne faut pas s'en satisfaire. Et à chacun de ces échecs, il faut en tirer des leçons. Et c'est en tirant des leçons de ces échecs qu'on va progresser. On a fait des immenses progrès depuis 10 ans. Quand la France a été frappée, il y a 10 ans, 2015, avec les attentats qui ont mené de Charlie Hebdo et à la fin de l'année, le 13 novembre, au Bataclan. Et la France s'est réarmée. Et il faut que la France se réarme encore pour faire en sorte que ces individus-là, qui sont vraiment incontrôlables, puissent être retenus tant qu'on ne les expédie pas dans le pays qui doivent les reprendre. Voilà, les ressortissants de ces pays, c'est le droit international, la Convention de Chicago, c'est le droit que nous avons avec l'Algérie, un accord que nous avions passé en 1994. Il est clair cet accord. Quand il y a un ressortissant, un national, eh bien le pays d'origine doit le reprendre. C'est tout ce que je peux dire. Une question sur l'aspect psychiatrique, parce que vous avez souligné vous-même qu'il y avait cet aspect-là dans ce dossier. Il y a beaucoup d'annonces pour la sécurité, pour les services de police, de gendarmerie, encore hier avec le plan de sécurité du quotidien. Par contre, sur la psychiatrie, on a l'impression que c'est le parent pauvre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans les services. Vous avez raison. On a un hôpital qui est fragilisé, mais au sein de cette fragilisation, vous le savez parfaitement, et je ne suis pas ministre de la Santé, mais mon collègue Yannick Noder pourrait vous le dire aussi bien que je vais vous le dire, mais la filière psychiatrique est très fragilisée, que ce soit pour les jeunes, pour les adolescents, les pédopsychiatres, ou que ce soit pour des adultes. C'est la raison pour laquelle, très franchement, quand on a des profils aussi dangereux, condamnés pour apologie du terrorisme, avec des profils qui ont fait l'objet justement d'investigation, d'expertise judiciaire, et qu'on a cette dimension schizophrénique, eh bien, moi je suis, pardon, mais pour essayer d'isoler ces individus. Voilà, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc ça veut dire plus de moyens pour les hôpitaux psychiatriques Ça ne veut pas seulement dire plus de moyens, ça veut dire des règles différentes. Des règles différentes. Voilà, des règles différentes pour pouvoir les retenir quand on a une superposition, parce que là, il y a quand même, il a prononcé Allahu Akbar. Donc cette dimension du terrorisme, faut pas tout psychiatriser, vous voyez. Il y a cette dimension du terrorisme islamiste, et puis l'autre dimension. Mais quand vous ajoutez cette situation d'irrégularité, ce profil psychiatrique, et en plus une condamnation, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Moi j'ai un ami
qui est décédé, qui a été assassiné il y a quelques années. Celui qui l'a assassiné, il est resté plus de 10 ans irrégulièrement sur le territoire. Il a incendié la cathédrale de Nantes et il avait un profil, là encore, psychiatrique. Il n'était pas en hôpital psychiatrique, pas en prison, en situation régulière. Donc je suis bien placé pour savoir qu'il faut bouger les règles maintenant. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Merci beaucoup.